Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le président de la République, professeur Alpha Condé, et son homologue du Zimbabwe étaient ce mardi sur les sites de Swapiti et Kaleta. L'hôte de professeur Alpha Condé a été impressionné par ce gigantesque ouvrage en cours de réalisation dans notre pays. C'est le grand rush dans les établissements de la capitale. Le personnel enseignant de l'éducation et élèves ont véritablement repris le chemin de l'école. Nos équipes de reportage ont sillonné quelques écoles de la capitale. Explosif sur les chantiers miniers, la réglementation fait peau neuve. Un nouveau document élaboré et présenté aux acteurs du secteur minier et aux forces de sécurité. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est le moment de faire le point sur l'actualité. En séjour en Guinée, le président du Zimbabwe a visité ce matin le chantier du barrage hydroélectrique de Swapiti et Kaleta, deux méga-projets du chef de l'État. Accompagné par professeur Alpha Condé, Emerson Mnangagwa a été émerveillé par l'ouvrage de Swapiti en cours de réalisation. Sanasi Keita. Le barrage hydroélectrique de Swapiti. C'est une importante infrastructure énergétique en construction avec une capacité de 450 MW. Aujourd'hui, le président de la République a bien voulu montrer cet ouvrage à son frère et ami, Emerson Mnangagwa, en visite d'État de 72 heures à Conakry. Les deux personnalités ont eu l'honneur de visiter avec une attention soutenue cette œuvre en construction pour constater l'évolution des travaux avec le génie créateur chinois Trois Gorges. Un consortium de l'Empire du Milieu qui nuit et jour s'active pour être dans le délai contractuel prévu pour 2020. Sur ce site, le ministre en charge de l'énergie et de l'hydraulique a mis l'occasion à profit pour expliquer clairement les orientations et les ambitions du chef de l'État, professeur Alpha Condé, dans le secteur de l'électricité en Guinée. En première position, vous avez mis 100 MW d'énergie thermique pour pouvoir sortir rapidement Conakry de l'obscurité. Et en 3 ans et demi, vous avez réussi à faire le barrage de Kaleta 240 plus 100, ça fait 340 MW. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, depuis le 22 décembre 2015, dès après votre investiture, le 21 décembre, vous étiez là à Swapiti pour lancer les travaux de Swapiti. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, c'est une fierté pour nous et ça doit être une fierté pour le peuple de Guinée. Pour les travaux déjà accomplis, réalisés déjà dans le cadre de ce méga projet, dans le cadre de ce grand barrage qui ne sera plus jamais construit un autre barrage qui sera plus puissant que le barrage de Swapiti, 450 MW. Ce sont vos œuvres, Monsieur le Président, que nous devrons magnifier à tout temps. Monsieur le Président de la République, je sais que dans la mission que vos pères vous ont confiée pour électrifier toute l'Afrique avec de l'énergie propre, de l'énergie renouvelable, de l'énergie non polluante, vous avez déjà entamé à réaliser ces progrès. Avec 19 sites répartis un peu partout à travers l'Afrique, et aussi vous venez d'initier l'Alliance africaine pour l'interconnexion énergétique et le développement durable. Vous m'avez envoyé en mission, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour aller partager votre vision avec vos pairs de la République démocratique du Congo, avec le président de la République du Congo, avec le président de la République du Cameroun. Tous ces présidents m'ont reçu avec le plus grand respect et partagent votre vision. C'est le moment de le dire et de le dire au peuple de Guinée. Vous êtes, Monsieur le Président, très respecté à l'extérieur par vos pairs. Notre grand espoir que le peuple de Guinée aussi comprenne que depuis votre investiture, le premier mandat, un barrage. C'est le barrage hydroélectrique de Kaleta, 240 MW. Le deuxième mandat,
450 MW, presque doublé la puissance du premier mandat. Et ce n'est pas que Swapiti. Amaria a démarré pour 300 MW. Faites vos calculs. Franconedou Kogedou va bientôt démarrer en ce mois de février 2019. La ligne d'interconnexion qui va alimenter la Haute-Guinée et la Guinée forestière. La ligne d'interconnexion Guinée-Mali. La ligne d'interconnexion Lissan-Fomi. Le barrage hydroélectrique de Koukutamba, 214 MW. 309 sites aujourd'hui inventoriés avec des études d'opportunité qui définissent très exactement le potentiel hydroélectrique de la Guinée, 6233 MW. Des ambitions qui augurent de belles perspectives. Il s'agit en un mot de faire de la Guinée une puissance industrielle dans la sous-région, avec surtout la valorisation de ses nombreuses potentialités énergétiques. Le président Emmerson Mnangagwa est visiblement satisfait de ses efforts consentis sur le terrain par professeur Alpha Condé, dans le but justement d'assouvir les attentes de la population guinéenne en matière énergétique. Has briefed me his vision. Not only for Guinea. Le président de la République m'a impressionné par sa vision, pas seulement pour la Guinée, mais pour toute l'Afrique. Car le continent doit se moderniser et doit s'industrialiser. L'un des facteurs permettant cela est la capacité de production énergétique. Et Swapiti est un exemple illustratif pour réaliser cette vision. Avec le projet d'interconnexion énergétique du continent, les pays qui n'ont pas d'électricité pourront bénéficier largement. Et c'est ce que le président Alpha Condé est en train de faire aujourd'hui. Mon frère Alpha Condé et moi, nous bénéficions de la vision de nos grands leaders panafricains. Et l'Afrique doit être unie pour jouer son plein rôle dans les affaires internationales. Donc, nous devrons suivre les pas de nos pères fondateurs. Et la Guinée est l'un des pays africains qui a toujours montré cette voie. Le président est dans cette même dynamique de réussite pour la cause africaine. And Guinea is one of the early African countries that espoused. Le barrage hydroélectrique de Kaleta a été la dernière étape de cette visite du chef de l'État avec son hôte de marque du Zimbabwe. Là également, les présidents professeur Alpha Condé et Emmerson Mnangagwa ont visité toutes les installations de cette infrastructure énergétique, ouvrage qui a sans nul doute permis aujourd'hui d'extirper une bonne partie de la population guinéenne de l'obscurité. Le président Emmerson Mnangagwa s'est fortement réjoui de constater la volonté que le président Alpha Condé ne cesse d'afficher dans le domaine non seulement de l'autosuffisance énergétique de la Guinée, mais aussi et surtout du continent. Le Parlement guinéen siège en plénière. L'agenda de ce jour a pris en compte le passage de la ministre du Plan et de la Coopération internationale et le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Les responsables de ces pôles économiques et financiers se sont prononcés sur le cadre macroéconomique et la politique monétaire 2019. Dans ces différentes politiques figurent de nouvelles dispositions pour le bien-être des populations. Robert Séditono. Parmi les piliers essentiels à l'atteinte des objectifs du PNDS pour l'année 2019, la ministre du Plan et de la Coopération internationale a insisté sur la bonne gouvernance socio-économique, le développement du capital humain et le développement du capital naturel. Dans les explications, la ministre a fait ressortir les performances réalisées dans l'exécution du budget d'investissement 2017-2019 avant d'indiquer les grandes orientations pour 2019. Je voudrais saisir cette opportunité pour indiquer qu'effectivement, il n'y a pas de développement sans paix sociale. Nous devons faire en sorte, si nous voulons convaincre nos partenaires, que nous sommes sur la voie de la mise en œuvre de notre plan national de développement économique, nous devons les convaincre par la cohésion nationale. Je fais ce détour parce que si nous avons réussi à convaincre nos partenaires de nous accompagner, c'est parce que nous avons démontré
à la face du monde que désormais nous nous lançons dans un processus interne, inclusif de développement de notre pays. Dans le secteur du développement et de la sécurisation des activités bancaires, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée a donné des explications sur les facteurs sociopolitiques qui ont impacté négativement l'inflation et le taux de croissance du PIB. Pour inverser la tendance, le gouverneur a annoncé certaines mesures en vue d'améliorer les contre-performances en 2019. On a profité pour envisager les perspectives pour l'année 2019 qui va concerner la consolidation des affaires, des résultats acquis et surtout la mise en place, la consolidation d'un certain nombre de réformes visant à approfondir le secteur financier, à lui donner de la consistance et de la profondeur avec les différentes sociétés qui sont à mettre en place en ce qui concerne la réassurance, l'assurance agricole, mais aussi l'opérationnalisation du fonds de garantie des dépôts pour essayer d'instaurer la transparence entre les banques et leur clientèle. Et aussi la consolidation et le perfectionnement du système d'information de crédit pour faire en sorte que effectivement nous glanions de nouvelles places dans le cadre de Doing Business. En tout cas, faire en sorte que le secteur financier puisse apporter sa contribution dans le cadre effectivement de l'amélioration de la position de la Guinée dans le Doing Business. La problématique de la reprise effective des classes à la poursuite du dialogue entre acteurs de la vie nationale, la gouvernance économique et la création d'une zone monétaire unique en Afrique de l'Ouest en 2020, ce sont entre autres questions qui ont été posées par les honorables députés. Invite a été faite à l'exécutif pour renforcer les dispositifs contre le détournement et la malgouvernance dans le pays. D'une institution à une autre, les membres de la Cour constitutionnelle poursuivent leur prise de contact avec les autres institutions de la République. Ce matin, ils ont échangé avec les conseillers du Conseil économique et social. L'objectif est de dynamiser davantage les relations. Yaya Sila. Les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle échangent avec les conseillers économiques et sociaux. Entre les deux institutions, il s'agit de redynamiser les relations après la crise qui a secoué la Cour constitutionnelle. Le vice-président de l'institution a longuement informé sur les règles de fonctionnement de la Cour. Une crise n'est pas mauvaise, elle peut donner des leçons et je crois que c'est le cas de la Cour constitutionnelle. On va se retirer, on va tirer les leçons de la crise et on fera en sorte que ça n'arrive plus jamais. Et à la Cour constitutionnelle et dans une autre institution, puisque nous sommes chargés de réguler le fonctionnement au niveau des institutions. Le Conseil économique et social regroupe l'ensemble des entités socio-professionnelles du pays. Selon sa présidente, la sérénité des institutions républicaines impacte la quiétude des populations. Et vous venez même de signaler que vous allez tirer les leçons de cette crise pour que ça ne se répète pas. Parce que si ça se répète, ça a une répercussion au niveau de toutes les institutions. Et la confiance du peuple repose vraiment sur la Cour constitutionnelle qui gère les lois. Le Conseil économique et social et la Cour constitutionnelle travailleront à favoriser une synergie d'action pour la stabilité des institutions républicaines. Suite à la demande de marche pacifique adressée aux communes de Dixine et de Kaloum par le RPG Arc-en-Ciel, les autorités locaux de ces collectivités de Conakry n'autorisent pas la marche. Le gouvernement, à travers le ministère de l'administration du territoire, interdit toute marche qui ne respecterait pas les procédures légales. Des précisions avec le ministre Bruma Condé, il est au micro de Mohamed Lamine Camara. Nous avons été saisis au niveau des communes de Dixine et de Kaloum. Quand je dis nous, c'est bien les mairies, à travers actuellement les secrétaires généraux de communes, étant entendu que les maires n'ont pas encore pris place. Les secrétaires généraux ont reçu donc de la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel des demandes de marche pacifique, des fautes de rédaction qui touche donc
le contenu légal de la marche ont été décelés, notamment le nom des organisateurs de la marche ne figure pas. Or, en la matière, et conformément à la Constitution, les organisateurs de la marche sont les répondants en cas de dérapage. Deuxièmement, nous sommes dans une logique actuelle où tous les Guinéens, de tous les bords qu'ils soient en tout cas, les Guinéens des zones rurales comme les Guinéens des zones urbaines, en appellent de tous leurs vœux à l'apaisement du climat sociopolitique dans notre pays. Je n'en voudrais pour exemple que le dernier passage de nos vénérés califes du Fouta, que les uns et les autres ont entendu à travers leurs messages très porteurs diffusés par les médias de la République. Donc la marche est interdite, celle demandée par le RPG Arc-en-Ciel, et nous avons pris des dispositions par rapport à nos services de maintien d'ordre pour que cette interdiction soit observée. Vous suivrez l'intégralité de cette déclaration juste après ce journal. Éducation pour parler du taux de fréquentation des élèves et des enseignants dans les établissements scolaires. Un degré de fréquentation apprécié par notre reporter Mamadi Terna Kamisoko qui a sillonné quelques écoles. Dans les communes de Kaloum et Matam, l'affluence est remarquable. Suivez. Le lycée Koleya ce mardi. L'animation dans les salles de classe traduit l'engagement des élèves et du corps enseignant à avancer dans les programmes. De jour en jour, le taux de fréquentation s'accroît. Sur 830 élèves attendus ce matin, seuls 200 manquent à l'appel. Les cours se déroulent normalement. Les cours ont commencé depuis le 3. Nous avons les profs qui viennent. Nous avons bien débuté. Il y a des titulaires qui viennent. Il y a des contracteurs aussi qui viennent. Les cours, ça va de jour en jour. Aujourd'hui, on a l'anglais et puis notre professeur, il explique très bien et on comprend encore très bien. Donc tout ce que j'ai à dire à mes amis, ceux qui sont à la maison, qui refusent de venir à l'école, de venir. Cette année, on prépare le bac. Donc le bac, c'est pas facile à avoir. Au lycée Koleya, la moitié des 22 enseignants titulaires sont au poste. Ils sont actuellement assistés par 16 contractuels. Daouda Mansari est prof de philosophie. Depuis le 3 octobre, il n'a jamais boudé les cours. C'est une question de conviction. Une chose reste claire. Si moi j'ai décidé de venir et je suis prêt à supporter tout ce qui est lié à ça, les appréciations, les critiques, ainsi de suite. Parce que je sais, même l'indépendance de la Guinée, tout le monde ne voulait pas. Mais nous avons été indépendants. Donc ceux qui sont à la maison, ils ont la conviction de venir à l'école, ils n'ont qu'à venir. C'est-à-dire légalement, on ne peut pas imposer quelque chose sur quelqu'un. Mais vis-à-vis des situations de la nation, moi je pense qu'il serait primordial de sauver les enfants. La même affluence est constatée au niveau du lycée des Octobre dans la commune de Kaloum. Les enseignants retournés en classe évitent les caméras parce que souvent menacés par des grévistes. Il y a une parfaite évolution parce qu'au jour d'aujourd'hui on a plus de la moitié de l'effectif présent. Voilà, la semaine passée, nous étions dans les 200 élèves. Voilà, aujourd'hui, nous sommes dans les 700 élèves. Voilà, donc on a dépassé la moitié. Les enfants, je l'ai dit, au fil du temps, ils répondent nombreux. Les enseignants viennent aussi. Voilà, même depuis hier, on a reçu 3 enseignants de plus parmi ceux-là qui sont en grève. C'est-à-dire qu'au fil du temps, les enseignants commencent à prendre conscience. Et Dieu merci. Par contre, dans les écoles primaires Federico Mayor et du centre à Kaloum, la forte présence des élèves contraste avec la mobilisation des enseignants titulaires. Pour compenser le vide, Federico Mayor s'est organisé à l'interne. Nous sommes là, à l'école primaire Federico Mayor, sur un effectif de 1084 élèves. 479 ont répondu ce matin. Et il y a une amélioration par rapport aux jours précédents. Et au niveau des collègues enseignants, sur les 28 programmés titulaires, nous avons ce matin 4 qui se sont présentés. Mais nous avons pu quand même occuper toutes les classes qui sont programmées en repartissant les élèves par niveau. Et nous avons mis les premières années dans une même classe, la deuxième année et jusqu'au niveau de la 6e année. Et ce qui reste clair, les 6 classes fonctionnent.
moi-même directeur de l'école, je suis en classe aussi. Et mon adjoint aussi en classe, et plus les maîtres qui sont là. Au regard de l'engouement constaté dans les établissements scolaires publics, les craintes des parents et des élèves candidats aux différents examens se dissipent pour le plus grand bien de l'école guinéenne. La reprise des cours est également constatée dans plusieurs établissements de la capitale. En somme, l'école a véritablement repris. Partout, l'affluence est forte. Les enseignants et apprenants sont de plus en plus nombreux à leur rendez-vous quotidien. Monir Barré. Nous sommes au lycée 2 de Lambani dans la commune de Ratouma. Ici, élèves, encadreurs et enseignants sont nombreux. Les cours se déroulent sans entrave. Dans cette école de la haute banlieue, les cours n'ont jamais connu de perturbations depuis l'ouverture de classe le 3 octobre dernier. Tous les acteurs sont engagés dans ce secteur à maintenir ce rythme dans les classes jusqu'à la fin de l'année scolaire. Depuis le 3 octobre, j'ai essayé de communiquer le programme de mathématiques et on a commencé par le chapitre arithmétique et aujourd'hui nous débutons le deuxième chapitre qui sera sur les nombres complexes. L'exécution des programmes est à la satisfaction des élèves. Les profs viennent régulièrement et les élèves aussi. Nous recevons les cours très bien. Les contracteurs sont bien, ils expliquent bien les leçons et nous comprenons très bien. Dans la commune de Matoto, le lycée Léopold Sédar Senghor a atteint cette semaine son niveau record de présence des enseignants depuis la rentrée. 48 des 53 enseignants programmés sont présents. Dans les classes, plus de 1700 élèves suivent les cours. Depuis le 3 octobre jusqu'à maintenant, là, il y a eu variation dans les effectifs, mais de façon régulière. Et entre le 3 et le 8, nous avons des pourcentages assez faibles. Nous avions moins de 10%. Mais entre le 10 et le 15, nous étions autour de 40%. Mais depuis le 15, nous sommes dans les 90% de présence. Quand je prends la journée d'hier, le 5 novembre, nous avions sur les 1706 élèves programmés, nous avons 1699 élèves présents, sur 99% de présence. Et ce matin le 6 novembre, nous avons 1701 élèves présents sur les 1706 programmés. Côté enseignants, d'abord d'une manière générale, nous avons 53 chargés de cours titulaires et 37 contractuels. Les chargés de cours au nombre de 53, nous avons 48 qui viennent régulièrement. Il n'y a que 5 réellement que nous n'avons pas vu depuis l'ouverture. Et les contractuels au nombre de 37 sont là, en fonction d'un emploi du temps qu'on les a délivrés, ils sont là régulièrement pour essayer de boucher les trous de ces quelques professeurs qui ne viennent pas. Ce matin, par exemple, nous avons déjà 18 enseignants présents sur les 23. Désormais dans la capitale, la sérénité est observée autour des établissements scolaires. Dans les classes d'examen, les programmes enseignés s'accélèrent. La préservation de ce climat est le vœu partagé. Avant de poursuivre cette édition, nous vous donnons lecture de ce communiqué émanant du ministère du Budget à la demande des usagers de la route, de la circulation routière et dans le but de soulager les détenteurs de véhicules à moteur. Le ministre du Budget informe tous les acteurs que la campagne de contrôle de la taxe unique sur les véhicules à moteur initialement prévue le 7 novembre 2018 est reportée au 14 novembre 2018 sur toute l'étendue du territoire national. Il est demandé à tous les partenaires concernés de prendre toutes les dispositions idoines pour le respect strict de ce délai. Le ministre du Budget s'est compté sur l'esprit de civisme de chacun et de tous. Pour le ministre, le chef de cabinet. Quel modèle d'intégration des technologies de l'information et de la communication adapté dans la formation des élèves? La question a fait l'objet d'une session de formation des formateurs sur l'intégration du numérique dans les programmes de formation. Les enseignants formés ont désormais un canevas leur permettant d'avoir un rendu optimal pour les élèves. Mamadou Salouba. L'introduction des technologies de l'information et de la communication dans les curriculums de formation prépare les jeunes apprenants au métier du numérique. Pour accélérer le projet,
des enseignants des plusieurs établissements scolaires de la capitale améliorent leurs compétences dans le numérique. Le projet est dénommé Africa Code Week. Il vise à former les formateurs à la programmation objet. Ces bénéficiaires vont dispenser ce cours dans leurs différents établissements scolaires. Si pour tout, n'est-ce pas, le temps que nous avons, n'est-ce pas, enseigné, c'est avec la craie, le tableau, aujourd'hui il y a une nouvelle donne, à savoir l'informatique. Donc au lieu d'être toujours, n'est-ce pas, avec la craie au tableau, c'est maintenant, n'est-ce pas, des projections que désormais, n'est-ce pas, les enseignants vont appliquer dans les salles de classe avec les élèves. Aider nos enseignants à améliorer leur qualité d'apprentissage antique, je crois, nous aiderait à démystifier le problème du mot informatique en Guinée. Cette session vient conforter l'initiative présidentielle pour la connexion des écoles. Déjà, les établissements scolaires sont dotés d'équipements informatiques. Cette formation vise à accélérer l'enseignement du numérique dans les écoles et préparer les jeunes aux métiers d'avenir. Donc les nouveaux métiers sont là. Nous ne connaissons pas les métiers de demain. Ce qu'on est sûr en tout cas, c'est que tout sera lié au numérique. Et pour que ça soit lié au numérique, il faut que nous puissions, nous, Africains, outiller nos enfants pour les préparer pour demain. Pour cette première phase, plus de 150 enseignants de Conakry, Forêt-Karia et Kankan seront formés sur l'enseignement du numérique dans les écoles. Autre sujet d'actualité, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage du Mali développe ses relations avec la Guinée. Une délégation de ces structures effectue en ce moment un séjour de travail à Conakry. Elle vient s'inspirer du modèle guinéen dans la mobilisation des ressources pour financer les formations. L'Office national de formation et de perfectionnement professionnel accueille la mission. Le point avec Moussa Komara. S'inspirer du mécanisme guinéen de recouvrement et de mobilisation des ressources pour l'apprentissage est bien le sens de ce voyage. À l'ère hôte du Mali, les cadres de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel expliquent le fonctionnement, la gouvernance et la démarche de recouvrement de leurs structures. À la direction de la Caisse nationale de sécurité sociale, 3 techniciens répondent aux préoccupations du Fonds malien d'appui à la formation professionnelle. Nous avons vu que le partenariat entre l'ONFPP et la Caisse nationale de sécurité sociale est un partenariat fructueux, efficace, qui permet à l'Office de rentrer dans ses ressources, de rentrer dans ses fonds en utilisant le mécanisme de recouvrement de la Caisse de sécurité sociale et tout son système de coercition. Et donc là, je pense que c'est un acquis qui nous a frappé et nous ne manquerons pas de le rapporter à nos autorités afin qu'ils voient aussi le fonds homologue, le fonds FAFA du Mali, puisse s'inscrire dans cette démarche. Depuis des années, le Fonds malien à l'apprentissage est affaibli par le mécanisme de recouvrement des taxes d'apprentissage. Une situation différente en Guinée où l'ONFPP lui-même est responsable des collectes des fonds. Du ministère des Finances au Trésor public, des enseignements heureux sont tirés pour répondre aux attentes. Après avoir rencontré le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale de la Guinée, après avoir rencontré à travers le chef de cabinet le ministère des Finances, de l'économie et des Finances, donc aujourd'hui nous sommes vraiment très satisfaits de cette moisson-là et nous osons espérer que cela pourrait être profitable pour le Mali, Inch'Allah. Par ailleurs, ce rendez-vous de Conakry permet à l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel de réfléchir sur le manque à gagner provoqué par l'exonération de certaines entreprises minières, ce qui n'est pas le cas au Mali. On est l'exemple à suivre, ça fait plaisir, mais le Mali et le FAFA Mali aussi a un système de fonctionnement qui nous intéresse, notamment dans la mobilisation des ressources vers les partenaires techniques et financiers. Ils sont très forts dans ce domaine et dans les programmes d'apprentissage nationaux qu'ils ont mis en place et leur modèle de mobilisation des ressources pour financer ces programmes nous intéresse beaucoup. L'urgence pour ces deux institutions sous-régionales est d'intensifier l'insertion professionnelle des jeunes. Les ressources actuellement allouées sont insuffisantes pour développer le capital humain. Mais la mutualisation des efforts peut atténuer le chômage qui frappe de plein fouet les jeunes du continent.
Dans le cadre de son projet de gouvernance dans le secteur minier, la Guinée vient de se doter d'un nouveau document de gestion des explosifs. Élaboré par un cabinet marocain, le document vient d'être présenté aux acteurs du secteur minier et aux forces de sécurité. Il va servir désormais de guide à tous les utilisateurs d'explosifs civils. Abdoulaye Diallo nous fait le point. L'exploitation des carrières est une activité qui nécessite souvent l'utilisation des explosifs. Au-delà de leur utilité, ces explosifs constituent parfois un danger pour les exploitants miniers et une menace pour la sécurité des personnes. Pour réglementer la circulation et l'utilisation de ces explosifs à usage civil, le département des tutelles vient d'élaborer un manuel de gestion. La maîtrise de la gestion de ces produits est essentielle pour la sécurité de l'État, mais également pour la sécurité des populations. Et ce travail qui est fait et qui est présenté aujourd'hui a pour objectif justement de s'assurer que tous les aspects qui conduisent à la maîtrise de cette sécurité-là sont bien adressés et seront mises en œuvre dans le cadre des politiques sectorielles, n'est-ce pas, mises en place par le gouvernement. Le nouveau document est présenté au cadre des ministères des Mines, de l'Environnement, des Eaux et Forêts et de l'administration du territoire, mais aussi aux forces de sécurité et représentants des sociétés minières. Dans le développement qui nous concerne, avec aussi l'ambition qu'a la Guinée de pouvoir se mettre à jour vis-à-vis de toutes les règles de sécurité, le ministère des Mines ainsi que PACSEM donc, a décidé de développer et de mettre en place, je dirais, un nouveau manuel avec une nouvelle vision, comment gérer les explosifs dans le pays. La réglementation de tous ces produits explosifs, nous, ça nous permet du côté de l'armée d'être rassurés que ces explosifs qu'on est en train de faire sortir ou bien d'importer pour l'utilisation minière sont bien gérés et la destination est bien coordonnée. Pour limiter l'importation de ces explosifs et mieux contrôler leur mouvement, la Guinée s'est dotée il y a quelques mois d'une usine de fabrication d'explosifs à usage civil. Avant de boucler ce journal, ce mot de remerciement du ministère de la Défense nationale. Monsieur le ministre d'État chargé des Affaires présidentielles et ministre de la Défense nationale adresse ses sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef des armées, professeur Alpha Condé, pour avoir honoré de sa présence le 2 novembre 2018, malgré son calendrier particulièrement chargé. La cérémonie funèbre de Madame Traoré Nessaran-Kourouma, épouse du général de corps d'armée Namori Traoré, chef d'état-major général des armées. Il remercie sincèrement par la même occasion et renouvelle ses sentiments de profonde gratitude à l'endroit de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, de Mesdames et Messieurs les représentants des institutions républicaines, de Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique accrédités en Guinée, de Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales en poste en Guinée, des forces de défense et de sécurité, du peuple de Guinée tout entier, pour leur participation active à cette cérémonie funèbre qui a revêtu un caractère national, signé le ministre d'État, Dr Mohamed Diané. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une douce nuit en compagnie des programmes de la télévision nationale qui a pour mission de vous servir. Bonsoir et à demain.